Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de notre série des grands communicateurs, notre 14e saison des grands communicateurs. La toile des communicateurs, dont on a une toute petite structure de bénévoles passionnés des communications. Puisqu'on aime bien faire, c'est justement ouvrir un peu la porte du monde des communications à des gens, soit jeunes diplômés ou nouveaux arrivants un peu sur ce marché du travail-là, pour un peu démystifier les différentes facettes de ces métiers-là. Et c'est comme ça qu'on fait venir chaque mois un conférencier qui vient un petit peu nous dévoiler quelque chose sur le monde des communications. Nous avons plusieurs partenaires qui nous appuient depuis le début, ou des nouveaux. Et d'ailleurs, ce soir, c'est la conférence qui est organisée par le groupe de recherche en communication politique, qui donc parraine une conférence par année. Alors ce soir, on le remercie beaucoup, le GRPC, qui organise et qui a parrainé cette conférence. Et notre conférencière fait justement partie de cet organisme-là. Alors merci beaucoup au GRPC de nous avoir appuyé là-dessus. Il y a bien entendu aussi la TELUC qui nous appuie, qui nous accueille, son association étudiante, le site Isarta aussi qui nous appuie aussi beaucoup. On compte, si vous cherchez un emploi dans le monde des communications, je pense que Isarta, c'est pas mal une des portes d'entrée principales. Et aussi le canal Savoir qui nous diffuse. Alors merci à tous ces partenaires-là. Il y a encore une conférence cette année, ça sera le 31 mai. Vous avez, je pense, reçu un pamphlet ou pris un pamphlet à l'entrée. Ce sera Mathieu Dugal qui sera avec nous. Mathieu Dugal est animateur, réalisateur à Radio-Canada. Il travaille pour l'émission La Sphère. Donc, ça sera lui qui va clôturer cette saison-là. Si vous voulez plus d'informations sur la toile des communicateurs, on a notre site web toile.coop. L'adresse doit être par là. On est aussi présent sur la majorité des médias sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. Si d'ailleurs vous voulez tweeter la conférence ou suivre la conférence sur Twitter, je vous encourage à le faire, à tweeter depuis chez vous ou depuis votre terrasse. Le mot-clic pour accompagner vos tweets sur la conférence, c'est G comme G-C-O-M-M-S, donc comme grand communicateur. G-C-O-M-M-S pour accompagner vos tweets. On apprécierait ça beaucoup. Alors, la conférence de ce soir, on s'entend que ça devrait durer environ 55 minutes à 1 heure. Il y aura une période de questions à la fin. Je vous passerai le micro pour poser des questions au bénéfice de tout le monde. Et les personnes qui sont en ligne pourront aussi envoyer leurs questions à Denis au fond de la salle qui nous les relayera. Alors, je commence à avoir déjà trop parlé. Je vais laisser la place à notre conférencière. Donc, ce soir, nous allons parler de publicité négative. Et notre conférencière est professeure agrégée au département d'information et de communication à l'Université Laval depuis 2008. Elle est membre, donc, je disais, du groupe de recherche en communication politique, le GRPC, qui est l'organisateur de la conférence de ce soir. Sa formation allie à la fois psychologie et communication. Elle est détentrice d'un doctorat en communication publique. Alors, accueillons sans plus attendre notre grande communicatrice de ce soir, Pénélope Daigneault. Merci. Merci de vous être déplacés. Merci aussi à ceux qui sont en ligne sur leur terrasse. Ça me fait très plaisir d'être là ce soir pour vous parler de publicité sociale négative. En 1951, il y a un psychologue qui s'appelle M. Weeb qui a posé la question suivante. Est-ce qu'on peut vendre la fraternité au même titre qu'on vend du savon? Suggérant qu'on pouvait vendre des valeurs, des comportements sociaux à partir des mêmes principes que ceux qui sont issus du marketing classique. 20 ans plus tard, il y a 2 profs de marketing, Kotler et Zaltman, qui ont canné le terme marketing social pour référer à cette idée-là, même si l'idée existait bien avant qu'on lui donne un nom, puis qui ont proposé des principes d'application, des techniques, des procédés du marketing commercial pour influencer le comportement volontaire de gens qui ont des pratiques à risque, malsaines, jugées préjudiciables. Donc, des gens qui fument ou qui ne font pas d'exercice, ou des jeunes conducteurs, des conducteurs téméraires, etc. Ultimement, l'objectif du marketing social, c'est le bien-être collectif, sociétal. C'est un objectif bien différent. Certains même diront plus vertueux, plus louable que celui du marketing commercial, mais aussi beaucoup plus difficile, c'est-à-dire à atteindre. Parce que pour favoriser le bien-être collectif, il faut d'abord changer des attitudes, des opinions, des habitudes, des comportements qui, bien souvent, sont très bien ancrés chez l'individu. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'amener des gens à arrêter de fumer, par exemple, que de les amener à acheter une patente quelconque, du savon. La composante du marketing social à laquelle je m'intéresse particulièrement et de laquelle je viens vous parler aujourd'hui, c'est la publicité sociale. Alors, quand on parle de publicité sociale, c'est vraiment tout ce qui est campagne de prévention, sensibilisation, conscientisation, éducation à toutes sortes de causes, de problématiques, que ce soit dans le domaine de la santé.
Alors qu'on pense aux campagnes de prévention du tabagisme, par exemple, ou à toutes les campagnes de prévention, détection de certains cancers. Donc ici, on a le cancer du sein, cancer de la peau. Il y a aussi les campagnes de détection du cancer de la prostate. Les campagnes sur la sensibilisation aux impacts de l'usage de certains types de drogues, donc ici des drogues intraveineuses. Évidemment, toutes les campagnes de prévention au VIH, SIDA, ITS qui ont cours depuis les années 80. Autre domaine qui a été beaucoup investi par la pub sociale, la sécurité routière. Donc, on pense aux campagnes sur l'alcool au volant. Récemment, depuis quelques années au Québec du moins, beaucoup de campagnes sur l'usage du cellulaire au volant, particulièrement du texto au volant. Évidemment, la vitesse. La première campagne sur la vitesse qui a été faite ici au Québec par la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAC, date de 1989, la première campagne choc. Donc, ça date déjà d'un petit bout de temps. Il y a d'autres, évidemment, objets de sécurité routière qui ont fait l'objet de publicité sociale, donc que ce soit les campagnes sur la fatigue au volant, sur la ceinture de sécurité. C'est un problème qu'on peut peut-être dire résolu aujourd'hui. Et récemment aussi, depuis quelques années du moins, des campagnes en environnement. Donc, que ce soit pour sensibiliser, par exemple, aux impacts des changements climatiques sur, par exemple, la disparition d'espèces animales ou pour sensibiliser aux impacts de la déforestation. Donc, bref, une multitude de domaines. Il y en a d'autres, des causes sociales comme la violence conjugale, la pauvreté, l'alphabétisation, des causes humanitaires, les enfants soldats. Dans l'ensemble des images, des publicités, affiches que je viens de vous présenter, il y a un dénominateur commun. C'est le fait que toutes ces publicités-là utilisent une stratégie persuasive axée sur les émotions négatives. On appelle ça les appels à la peur ou l'appel à la menace. C'est la stratégie persuasive et de loin la plus utilisée en publicité sociale, l'appel à la peur, particulièrement en santé et en sécurité routière. En gros, là, le principe, c'est de présenter une menace, une conséquence négative à laquelle s'exposent les gens s'ils continuent à pratiquer leur comportement à risque. Donc, s'ils continuent de fumer, de texter au volant, de manger de la malbouffe, etc. Et il y a plusieurs types de menaces, en fait. Il y a la menace sociale. Exemple, dans une campagne qui s'adresse à des adolescents pour prévenir une ITS quelconque, on pourrait dire, bien, si vous attrapez une ITS, que ça se fait à l'école, vous pourriez perdre vos amis. Une menace sociale, on va miser sur le rejet social, la perte d'amis. Cette menace-là est susceptible d'avoir beaucoup plus de poids auprès d'une population adolescente qu'une menace de type psychologique. Par exemple, on dirait, bien, si tu attrapes une ITS, ça va te stresser, ça va causer de l'anxiété, ça va t'empêcher de te concentrer. Menace économique, bien là, on va miser sur une perte d'avoir, d'argent. Ça peut être très pertinent pour certains comportements à risque, par exemple le jeu compulsif. Et le type de menace auquel on a le plus recours dans la publicité sociale, c'est la menace physique, où là, on va présenter les risques de blessures, de maladies, ultimement de mort, comme vraiment ultime conséquence d'une pratique à risque. C'est beaucoup utilisé, c'est la plus utilisée, et c'est celle qu'on associe le plus aussi à la présentation d'images choc, à haute teneur émotionnelle, dramatique, des fois même à la limite du soutenable. En fonction de la sévérité perçue de la menace, est-ce que je trouve ça grave de perdre mon permis de conduire, de perdre mes amis, de rester paraplégique pour le reste de mes jours, de mourir? En fonction aussi de sa perception, la perception de sa propre vulnérabilité à la menace. Est-ce que je me sens concernée? Est-ce que je suis interpellée? Est-ce que, compte tenu de mes pratiques actuelles, ça pourrait m'arriver à moi aussi de faire un accident mortel parce que je texte au volant ou de contracter le VIH? Donc, en fonction de l'intensité de ces deux éléments-là, il est susceptible de se créer un inconfort psychologique, un malaise émotionnel dont on va chercher à se débarrasser immédiatement pour rétablir un équilibre, pour rétablir un réconfort psychologique. Quand on est dans cet état-là d'inconfort psychologique, souvent on dit qu'on est en état de dissonance cognitive. On le sait rationnellement, cognitivement, qu'on ne devrait pas se comporter comme on le fait des fois. On ne devrait pas texter au volant, on ne devrait pas s'exposer au soleil si on n'a pas mis de crème solaire, on ne devrait pas acheter plein de patentes faites en Chine dans les sweatshops. Mais on le fait pareil. Puis en plus, on se fait rappeler au sein des publicités sociales pourquoi c'est mal, pourquoi on ne devrait pas se comporter comme ça. Ce rappel-là
en situation d'exposition publicitaire, ça vient créer une genre de saillance dans le cerveau, de la dissonance entre ce qu'on sait qu'on devrait faire puis ce qu'on fait. Puis pour plusieurs, c'est cet écart-là qui vient créer un malaise, un inconfort psychologique. Quand on ressent cet inconfort-là, il y a deux choix qui s'offrent à nous, deux voies de traitement de l'information menaçante. Soit on évite le message, on ne le regarde pas, on évite de s'exposer, on va utiliser toutes sortes de mécanismes de défense, le déni, on va se mettre la tête dans le sable, faire semblant que ça n'existe pas, la contre-argumentation, on va se dire oh, c'est exagéré, ça ne se peut pas, l'évitement carrément, on zappe, on ne regarde pas la publicité, ou on va se mettre à penser à des belles affaires pour se réconforter. Donc évidemment, dans ce cas-là, le message est inefficace, on le rejette. Deuxième voie, bien, on se conforme. On se dit, bon, bien, c'est vrai, compte tenu de mes pratiques actuelles qui comportent des risques, peut-être que je devrais changer, adopter des comportements plus sains, plus responsables. Donc, ici, on accepte le message en se conformant. L'élément qui va déterminer le choix de la voie, éviter ou se conformer, c'est l'efficacité qu'on perçoit de la solution qu'on nous propose dans le message pour éviter les conséquences négatives. Par exemple, dans une campagne contre l'alcool au volant, solution proposée, bien, prenez le transport en commun, ayez un chauffeur désigné, prenez un taxi. Ça peut être aussi porter un préservatif dans le cas des campagnes de prévention du sida, des ITS. Ça peut être aller passer un test de détection du cancer de la prostate. Donc, ce sont des solutions. Et en fonction de la perception de l'efficacité de ces solutions-là, mais aussi en fonction de ce qu'on appelle l'auto-efficacité. C'est-à-dire, est-ce que je me sens capable de mettre en œuvre la solution qu'on me propose? Parce qu'on peut être tout à fait d'accord avec le fait, par exemple, que porter un préservatif, effectivement, ça permet de protéger contre le VIH, les ITS, les grossesses non désirées. Mais certaines personnes vont s'estimer incapables, le moment venu, pour toutes sortes de raisons, d'utiliser ou de demander aux partenaires d'utiliser le préservatif. Au contraire, si, dans une campagne contre l'alcool au volant, on propose comme solution de prendre le transport en commun, bien, quelqu'un pourrait trouver ça comme complètement inefficace parce que lui, il habite dans une ville ou un village où il n'y en a pas de transport en commun. Alors, en fonction, bref, de l'efficacité tant de la solution puis de sa capacité à mettre en œuvre cette solution-là, ça va déterminer, en théorie, évidemment, le choix de la voie qu'on va emprunter. Évidemment, tout ça, ça suppose qu'il y ait une solution qui est proposée dans le message, ce qui est loin d'être toujours le cas. Des fois, souvent dans les campagnes choc, on nous laisse devant un paquet d'images très, très choquantes, très, très dérangeantes émotionnellement, mais on ne nous propose pas de solution pour éviter ces conséquences-là. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est utiliser les mécanismes de défense psychologique, puis on évite de s'exposer, d'y penser, on rejette le message. Mais pourquoi on a tant recours à la peur, aux émotions négatives, dans les médias en général, dans la publicité sociale en particulier? Il y a une des explications qui trouve écho dans le phénomène du biais de négativité. Dans notre cerveau, il y a des systèmes séparés qui traitent les expériences négatives et les expériences positives. L'hémisphère gauche va être plus impliqué dans le traitement des stimuli positifs, alors que c'est le droit qui va s'activer pour traiter les expériences négatives. On le sait tous, vous le savez, les événements négatifs nous affectent beaucoup plus que les événements positifs. Les mauvaises nouvelles qu'on reçoit, les critiques, même si c'est une parmi 32 commentaires positifs, les mauvaises nouvelles tant dans l'actualité que dans notre quotidien, les disputes, les pertes financières, les adieux, tous ont beaucoup plus d'impact que leur pendant positif. Même à 6 mois, un bébé reconnaît plus facilement un visage fâché dans une foule qu'un visage content. En fait, on est programmé pour porter davantage attention à ce qui est épeurant, ce qui nous met en colère, ce qui nous attriste, ce qui est mauvais, ce qui nous insulte, nous indigne. On a tous un biais de négativité. C'est quelque chose que tout le monde expérimente quotidiennement. Alors, en plus d'attirer plus facilement l'attention, les stimuli négatifs vont aussi être perçus plus rapidement. Une fois qu'ils sont perçus puis entrés en mémoire à court terme, les informations négatives peuvent prendre jusqu'à 12 secondes de moins avant d'être transférées en mémoire à long terme. Ça veut dire qu'on les mémorise beaucoup plus facilement puis on va s'en rappeler aussi pendant plus longtemps. Il y a plus d'activité neuronale
associés aux stimuli négatifs. Ça veut dire qu'on passe plus de temps à penser à des choses négatives, ce qu'on appelle l'énergie cognitive. Donc, elle est plus soutenue pour celle qu'on déploie pour traiter les événements négatifs, elle est plus soutenue que celle qu'on déploie pour traiter les stimuli positifs. Bref, on est bien bon pour la rumination, mais beaucoup moins pour cultiver le bonheur, la satisfaction. Il y a un neuropsychologue qui a canné l'expression en disant que, en fait, le cerveau, c'est comme du velcro pour les expériences négatives, mais du téflon pour les expériences positives. Le biais de négativité, c'est pas du tout rationnel, c'est émotionnel, physiologique. Même si on a la plus grande capacité du monde à faire face ou à rester calme dans des situations stressantes, bien, le corps, lui, il va nous trahir. En fait, c'est la partie émotionnelle du cerveau qui répond en premier au stress puis à toute information négative. Pendant que la partie logique de notre cerveau se demande si ça vaut la peine qu'on s'inquiète là-dessus, si ça vaut la peine de stresser là-dessus, bien, notre cœur, lui, est déjà en train de battre plus vite. Les ondes de notre cerveau sont en train de se désynchroniser. Notre peau sue davantage. Nos sens sont plus en alerte. Puis nos glandes surrénales sont en train déjà de pomper l'hormone du stress tout à coup qu'on aurait besoin de fuir, de se protéger du danger. Ça, c'est un réflexe qu'on appelle le réflexe du fight or flight, se battre ou fuir, littéralement. Le fight or flight, donc toutes les fonctions physiologiques qui s'activent quand on perçoit un danger, une menace potentielle, c'est une réponse très primitive qui est partagée par toutes les espèces animales, puis qui a essentiellement une fonction d'adaptation à notre environnement, qui a longtemps eu aussi une fonction de survie. Au moment où ce réflexe-là, une fonction évolutive, une fonction de survie, en fait, au moment où c'est développé dans le cours de l'évolution de l'homme, la survie de nos très, très lointains ancêtres dépendait de leur capacité à esquiver le danger. Alors, le cerveau a développé des systèmes attentionnels qui rendaient automatique, inévitable, le danger potentiel, la menace, parce que ça a permis à nos ancêtres de survivre. Puis, en fait, vu de cette loupe-là, on peut dire que le biais de négativité, c'est un peu comme un restant de l'évolution. Il n'y a aucun équivalent de ce réflexe-là pour les stimuli positifs. Il est bien pratique quand il faut réagir rapidement, par exemple, s'il faut s'enlever rapidement du chemin parce qu'il y a une voiture qui arrive à grande vitesse. Mais c'est physiquement, émotionnellement épuisant, drainant, quand toute la journée, des publicités, des tweets, des posts Facebook, des photos sur Instagram se font la concurrence pour une parcelle de notre attention en misant souvent sur des contenus négatifs. Dans une situation qui comporte une probabilité équivalente de perte et de gain, c'est la peur de la perte qui va motiver notre choix, notre comportement, beaucoup plus que l'attrait du gain. On craint la perte plus qu'on apprécie le gain. Il y a une genre d'asymétrie, en fait, entre le poids qu'on accorde à la perte et celui qu'on accorde au gain, pour une même situation. Exemple, le sentiment de frustration puis de détresse d'avoir gagné 10 $ va être beaucoup plus intense puis va durer plus longtemps que le sentiment de satisfaction d'avoir gagné 10 $. Quand on évalue la pertinence pour soi de s'engager ou non dans un comportement, ce qu'on va faire habituellement, c'est qu'on va considérer les coûts et les bénéfices de ce comportement-là. Donc, ce qu'on a à perdre et ce qu'on a à gagner. Puis encore une fois, ce qu'on a à perdre va peser plus dans la balance que ce qu'on a à gagner. Dans la publicité sociale négative, c'est ce qu'on a à perdre qu'on met de l'avant sous forme de menaces, de conséquences négatives d'un comportement à risque. Alors que dans la publicité positive, sociale positive, c'est plutôt les bénéfices qu'on a à gagner en adoptant un comportement responsable qu'on met de l'avant. Les études sur le cadrage de l'information persuasive montrent qu'un message qui mise sur les coûts d'un comportement à risque va être plus efficace, va avoir plus d'impact qu'un message qui mise sur les bénéfices du comportement responsable, même si c'est exactement le même argument. Exemple, un message de santé qui porte sur la médication contre la pression artérielle qui s'adresse à un public plus âgé aux prises avec un problème de pression artérielle, de haute pression. Cadré positivement, le message pourrait dire, bien, si vous prenez votre médication contre la pression artérielle, vous verrez vos petits-enfants grandir. Cadré négativement, le message dirait, bien, si vous ne prenez pas votre médication contre la pression artérielle, vous ne verrez pas vos petits-enfants grandir.
C'est le même argument, cadré différemment. Dans ce cas-ci, c'est le deuxième message qui va avoir beaucoup plus d'impact en termes d'intention des gens de prendre leurs médicaments. En politique, le biais de négativité est particulièrement important dans le comportement de vote. Permet aussi d'expliquer le recours à outrance, à la peur, la culpabilité, la colère, particulièrement dans la politique américaine. Alors, en temps de campagne électorale, notamment à travers la publicité électorale, mettre de l'avant les caractéristiques négatives d'un candidat, d'un adversaire, ses faiblesses, les faiblesses de son parti, de son programme, c'est une stratégie qui est couramment utilisée parce qu'elle incite les électeurs plus facilement, en fait, à voter contre le candidat, le parti. On le sait, c'est bien connu, on vote plus facilement contre que pour. En bref, le biais de négativité, c'est une explication non négligeable au recours abondant à la publicité négative, à la publicité sociale négative, sachant que l'être humain y réagit davantage. Mais ça entretient aussi l'impression d'une supériorité persuasive de ce type de pub-là qui met sur la perte, les coûts, la menace, la peur, plutôt que sur les gains et les bénéfices. À l'aune de ce que je viens de vous présenter sur le biais de négativité, c'est vrai que la publicité négative elle a plus d'impact sur le coût en termes d'intensité des réponses physiques qu'on ressent, en termes de meilleure mémorisation, d'attention portée au message, de traces mnémoniques laissées. Mais le biais de négativité, même s'il est très fort et incontrôlable, c'est loin d'être le seul biais psychologique, cognitif que l'être humain a développé. De sorte que souvent, toutes les réponses qui découlent de ces biais-là se retrouvent en compétition les unes avec les autres quand on est exposé à un message publicitaire axé sur la peur, la menace. Exemple, le biais de négativité est parfois confronté à ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire, dans un contexte de persuasion, on va réagir de façon contraire à ce qui est prévu, à ce qui est attendu. On va se braquer, on va avoir une posture de défense, puis on va rejeter le message. Alors, si elle nous fait réagir plus intensément, est-ce qu'il faut nécessairement conclure que la pub sociale négative elle est plus persuasive, plus efficace? En fait, c'est vraiment pas si simple que ça. Il faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'on entend par la notion d'efficacité. Les études qui portent sur l'efficacité de l'appel à la peur sont vraiment contradictoires. En grande partie parce que, un, dans les études, on ne définit pas de la même manière la notion d'efficacité, puis deux, on ne s'entend pas non plus sur la façon d'évaluer cette efficacité-là. L'objectif ultime, c'est le changement de comportement. Donc, faire en sorte que les gens qui ont des pratiques à risque malsaines se conforment à un comportement plus responsable, plus sain. Mais ce processus-là, changer un comportement, c'est un processus de longue haleine, difficile, qui implique des sacrifices souvent très élevés, surtout quand les habitudes sont bien ancrées, comme par exemple fumer. Puis généralement, dans les études qui portent sur l'efficacité de l'appel à la peur, ce qu'on va évaluer, c'est des effets à court terme, immédiats. On va exposer les gens à des publicités sociales, puis là, on va leur demander, on va mesurer des attitudes. Êtes-vous d'accord, pas d'accord, favorable, défavorable? On va mesurer des émotions, l'intensité de leurs émotions. On va mesurer des pensées, qu'est-ce que vous en avez pensé? Puis là, on va analyser ces pensées-là. On va mesurer des intentions de changer. Donc, après avoir vu le message, est-ce que vous avez l'intention d'arrêter de fumer? Est-ce que vous avez l'intention de respecter les limites de vitesse? Et donc, on va se fier à ces indicateurs-là, puis on va inférer, supposer une possible influence sur le comportement. Mais l'évaluation de l'efficacité en termes de changement de comportement, elle est presque toujours indirecte. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait pouvoir suivre un groupe d'individus qui a une pratique à risque, voir s'ils s'exposent aux campagnes qui les visent, puis ensuite voir si, de fil en aiguille, au fil des jours, des semaines, des mois, ça les incite à changer leur comportement. Il y a quelques rares études, majoritairement en psychologie environnementale, qui ont réussi à le faire, à observer directement un comportement. Par exemple, vérifier si les utilisateurs de toilettes publiques éteignaient davantage la lumière en sortant après avoir vu dans les toilettes une pub sociale affichée qui incitait à ce comportement-là. Mais éteindre les lumières, c'est un comportement relativement facile à observer.
contrairement à la grande majorité des comportements qui sont encouragés dans la pub sociale. Alors, si on veut savoir si la dernière campagne de la SAG contre l'alcool au volant qui s'adresse aux jeunes de 16-24 ans a été efficace en termes de changement de comportement, bien là, on ne peut pas aller dans la voiture des jeunes, puis voir dans leur party, puis dans les lieux où ils consomment de la boisson, puis en plus contrôler pour la variable « ils se sont-ils exposés à la campagne ». On ne peut pas faire ça, les suivre, les talonner pour mesurer directement le comportement. Donc, c'est la raison pour laquelle on se fie à des indicateurs indirects qui deviennent pour plusieurs comme des gages d'efficacité. Mais ces indicateurs-là sont différents d'une personne, d'un chercheur à l'autre, puis ça entretient la confusion qu'il y a autour de la notion même d'efficacité. Alors, si le changement de comportement, c'est l'ultime indicateur de persuasion, en théorie du moins, dans la pratique, ce changement-là, il se bute à un paquet d'obstacles. J'en nomme seulement 4 ici, mais il y en a beaucoup plus. L'inertie, quand une habitude ou une pratique devient très, très ancrée chez l'individu, le confort de notre habitude fait en sorte que vont nuire considérablement aux chances que des efforts de communication aient un impact positif. Souvent, la pub sociale s'adresse à des gens qui sont particulièrement réfractaires au changement. Dans certains cas, une façon de contrer cette apathie-là, c'est de montrer que d'autres autour de soi, à qui on s'identifie, se conforment à des pratiques responsables, ne conduisent pas après avoir pris un verre ou ont des pratiques éco-responsables. On va miser, quand il y en a une, sur une norme sociale pour mettre de la pression sur l'individu qui a une pratique à risque. On va dire, bien, regarde ce que les autres font autour de toi, tu es pas mal tout seul dans ta gang à résister. Tout à l'heure, quand je vous présentais le fonctionnement du principe de l'appel à la peur, je vous disais, bien, une des conditions pour susciter un sentiment d'inconfort, un malaise, c'est de se sentir vulnérable, interpellé, concerné. Un des problèmes avec l'utilisation de la menace en publicité sociale, même d'une menace forte, choc de mort, c'est qu'au-delà des images souvent dramatiques, graphiques qu'on nous montre, cette menace-là, elle est souvent incertaine. C'est une probabilité. Si tu textes au volant, ça se peut que tu fasses un accident. Ça se peut même que l'accident il soit mortel. C'est pas sûr, c'est une probabilité. La menace, elle est aussi perçue parfois comme étant lointaine, lointaine dans le temps. Si tu continues à fumer 3 paquets de cigarettes par jour, ça se peut que tu développes un cancer du poumon dans 10 ans. Encore une fois, c'est incertain, c'est une probabilité. C'est pas mal plus probable que si tu ne fumais pas. Puis si ça arrive, bien, ça va être plus tard. Donc, lointaine dans le temps, lointaine dans l'espace, parfois aussi pour référer à des problèmes sociaux, environnementaux qui se passent ailleurs que chez nous, qui se passent ailleurs dans le monde. Donc, évidemment, ces conditions-là, ça nuit au sentiment de vulnérabilité. Ça va même exacerber le sentiment d'invincibilité, d'invulnérabilité qui est souvent propre à des gens, des publics cibles, notamment les jeunes. Je le répète, changer un comportement, ça prend du temps. Puis ça se conjugue très mal à la logique d'instantanéité qui marque plus que jamais notre époque. D'autant plus que comparativement à la gratification immédiate, le plaisir que confèrent parfois certaines pratiques à risque, le high de prendre une drogue X, le plaisir de fumer une cigarette, la plus grande spontanéité ou sensibilité de rapports sexuels non protégés, comparativement à cette gratification immédiate-là, les bénéfices du comportement responsable, eux, surtout s'ils sont lointains puis incertains eux aussi, bien, ils ne font pas le poids. En santé, le plus féroce compétiteur, le plus grand obstacle au marketing social en santé, c'est le marketing commercial. Dans la pub commerciale, on fait la promotion de produits très nocifs pour la santé, qu'on pense juste à toutes les pubs des chaînes de restauration rapide, où on fait la promotion de malbouffe. Donc, on fait la promotion de produits contre lesquels tente justement de lutter la publicité sociale en santé. Même chose en sécurité routière, on tente d'inciter les gens à travers des campagnes sociales à respecter le code de la route, à respecter les limites de vitesse. Mais ces campagnes-là sont noyées dans une pléthore de pubs automobiles qui, entre autres, vont miser sur la puissance d'accélération du modèle qui est annoncé. En fait, il n'y a pas de réponse tranchée, sans équivoque, à la question de l'efficacité de l'appel à la peur en publicité.
même si on s'entendait sur la notion d'efficacité. La raison étant qu'il y a beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de variables qui entrent en ligne de compte, puis il serait impossible de toutes les considérer dans une seule étude. Alors, en plus de tout ce que je vous ai dit sur le principe de l'appel à la peur, c'est-à-dire est-ce que je trouve que la menace, elle est grave, c'est sévère, est-ce que je me sens concernée, vulnérable? Si solution il y a, est-ce que je la trouve efficace? Puis est-ce que je me sens capable de la mettre en œuvre? En plus de tout ça, il y a des éléments relatifs à l'individu lui-même. Ne serait-ce qu'être un homme ou une femme, ça va influencer notre sensibilité à l'appel à la peur. Les études démontrent que les femmes sont plus sensibles aux appels à la peur que les hommes et ça les inciterait davantage que les hommes à se conformer au comportement recommandé. Plusieurs traits de personnalité aussi qui vont influencer la réception, le traitement de l'information menaçante et donc l'efficacité de l'appel à la peur. J'en présente deux ici, mais il y en a beaucoup plus. Un de ceux-là, en anglais, on appelle ça le sensation seeking, la recherche de sensations, qui caractérise les gens, particulièrement des hommes, qui non seulement prennent plus de risques en général dans la vie, mais recherchent les sensations physiques fortes liées à certaines pratiques. Donc, ce sont des gens, les sensation seekers, qu'on appelle les chercheurs de sensations, qui ont une conduite plus sportive, font des sports extrêmes, vont avoir toutes sortes d'expériences avec l'usage de drogue ou avec la sexualité. Et ce sont aussi les gens qu'on vise souvent dans les pubs sociales. Et une façon de les atteindre consisterait à leur présenter vraiment des pubs très hyper réalistes, très chocs, très graphiques pour leur procurer justement les sensations qu'ils recherchent. Cependant, encore une fois, les études sont contradictoires. Il y en a qui disent que pour rejoindre ce groupe-là, les sensation seekers, il faudrait plutôt recourir à l'humour qui serait plus efficace que l'appel à la peur. Alors que d'autres vont dire, bien, de toute façon, peu importe la stratégie persuasive utilisée, que ce soit d'appeler à des émotions négatives ou des émotions positives, les sensation seekers sont moins sensibles aux campagnes sociales en général que les gens qui n'ont pas ce trait de personnalité-là. Autre trait de personnalité auquel moi je me suis particulièrement intéressée dans le cadre de mes travaux, l'empathie. Je me suis demandé, est-ce que les gens très empathiques, c'est-à-dire ceux qui sont capables de se projeter, de se mettre dans la peau des protagonistes qu'on met en scène dans les publicités, de ressentir, de partager leurs émotions, est-ce que ces gens-là vont être plus sensibles à des publicités qui montrent les conséquences négatives d'une pratique à risque pour quelqu'un d'autre que soi? Ces enfants qui sont assis en arrière si on conduit en état d'ébriété puis qu'on fait un accident, puis qu'on risque de blesser, même de tuer. Un piéton, un cycliste qui traverse la rue, qu'on risque de faucher si on texte au volant. Donc, est-ce que les gens empathiques sont plus sensibles à ce type de publicité-là, que j'appelle publicité altère, donc où la menace va être orientée vers quelqu'un d'autre que soi? Donc, plus sensible aux pubs altères ou plus sensible aux pubs égocentrés, où là, la menace va être directement orientée vers l'individu. Donc, si vous prenez le volant en état d'ébriété, vous risquez de faire un accident, de vous tuer. Il en est ressorti que, règle générale, peu importe le niveau d'empathie, ce sont les pubs qui exposent les conséquences qu'une pratique dangereuse ou qui mise plutôt sur la culpabilité de potentiellement blesser, tuer quelqu'un d'autre, donc les pubs altères, qui viennent faire réagir les gens beaucoup plus que les pubs égocentrés. Ce sont les pubs altères, donc, qui viennent créer des réactions émotionnelles, physiologiques. Il y a des gens à qui j'ai montré des pubs orientées soit égo, soit altères, qui, d'emblée, nous disaient plus facilement « je me mets à sa place, je ressens sa tristesse ». Moi aussi, j'ai des enfants, donc ça génère des pensées empathiques plus que les pubs égocentrées. Mais d'autant plus chez les gens très empathiques, en fait. La position sur l'échiquier politique. Ça aussi, ça influencerait en fait notre sensibilité à la négativité dans les médias en général, notamment aux appels à la peur dans la pub électorale. Même si, encore une fois, les résultats sont contestés, il y a des études en communication politique aux États-Unis qui montrent que les supporters de politiques conservatrices, y incluant de la peine de mort, sont plus sensibles aux images et à la rhétorique négative dans les médias que les électeurs démocrates. Bref, miser sur une stratégie qui vise à faire peur aux électeurs, à leur dire pourquoi il faut craindre l'adversaire, c'est plus susceptible de rallier des électeurs de droite.
La recherche montre aussi que que les appels à la peur fonctionnent mieux chez les gens qui sont les mieux équipés pour faire face aux changements, pour changer leur comportement. Ces gens-là ont un plus grand sens d'efficacité, de compétences, ont de meilleures ressources sur le plan social, psychologique, pour traiter l'information menaçante puis pour adopter le comportement recommandé. Mais les gens qui ne sont pas aussi bien outillés, qui ne se sentent pas compétents, qui ne sont pas entourés ou qui ont un entourage qui est composé de gens qui, eux aussi, ont des pratiques malsaines, ces gens-là, devant un message social menaçant, vont se sentir encore pire. Puis ils risquent même d'adopter des comportements encore plus malsains qu'au départ, en se disant « bof, moi je ne suis pas capable, je n'ai pas ce qu'il faut, à quoi bon? » Il y a d'autres facteurs d'influence de la réception de l'appel à la peur qui sont relatifs au message publicitaire lui-même, au scénario. Donc, à part le thème du message comme facteur d'influence, c'est un message sur l'alcool au volant, sur les impacts des changements climatiques, sur le tabagisme, il y a aussi le type de protagoniste qu'on va me présenter, qu'on va mettre en scène dans la publicité, puis le sentiment d'identification qu'il suscite. C'est bien connu. Ça fait d'ailleurs partie de toute l'expérience empathique qu'on peut ressentir quand on est exposé à un contenu médiatique qui montre la détresse, la souffrance de l'autre, quand on peut facilement s'identifier parce qu'on se reconnaît dans les caractéristiques sociodémographiques ou parce qu'on se reconnaît dans la façon d'agir de l'autre, bien, on est beaucoup plus enclin à, 1, regarder la pub jusqu'au bout, 2, traiter la publicité plus en profondeur que juste la voir puis l'oublier instantanément, puis 3, adhérer à la proposition du message. Une publicité négative qui expose les conséquences dramatiques d'une pratique à risque, par exemple, qui montre les conséquences d'un accident de la route causé par l'alcool au volant. En fait, pour être efficace, les gens doivent percevoir que les images, le scénario, la façon dont la mort est mise en scène doivent percevoir un certain réalisme. Donc, le réalisme perçu est déterminant dans la capacité d'une publicité à garder le public accroché. Sinon, on décroche. Évidemment, ça s'avère inefficace. Les éléments audiovisuels dans la publicité ne sont pas mis là pour rien. Si on avait juste du texte, puis même à la rigueur juste des images, même si les images étaient très choquantes, bien, sans effets sonores, sans musique, l'impact serait considérablement amoindri. En fait, c'est comme au cinéma, au théâtre ou dans un show de danse, le climat instauré repose largement dans la publicité sur des éléments sonores, sur l'ambiance sonore qui est créée. Dernier élément qui va influencer notre réception de publicité sociale axée sur la peur, le comportement qu'on vise dans la publicité, puis le risque perçu aussi du comportement qu'on dénonce. Alors, c'est quoi le comportement qu'on vise? C'est quoi le type de comportement responsable qu'on veut faire adopter à notre public cible? Est-ce que c'est un comportement de détection? Est-ce que, par exemple, toutes les pubs sur l'auto-examen des seins, c'est un comportement de détection? Les pubs qui visent à faire en sorte que les hommes aient passé un test de détection du cancer de la prostate, donc comportement de détection, ou si c'est un comportement de prévention, faire en sorte que les gens modifient leur habitude alimentaire ou faire en sorte que les gens systématiquement mettent de la crème solaire avant d'aller s'exposer au soleil. Est-ce que c'est aussi un comportement qu'on fait une seule fois, aller passer un test médical, ou c'est un comportement répété, un changement d'habitude? Les études portant sur l'efficacité de l'appel à la peur montrent que cette stratégie-là va être plus efficace lorsque c'est un comportement de détection qu'on doit faire une seule fois. C'est logique, c'est beaucoup moins engageant, impliquant, ça exige beaucoup moins d'efforts ou de sacrifices de la part du récepteur de faire un comportement une seule fois qui vise à détecter une situation X. Le dernier élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le risque perçu du comportement qu'on dénonce. Je vous en parle ici parce que l'année passée, plusieurs d'entre vous l'avez peut-être déjà vu ou entendu parler. Il y a Éducalcool. Éducalcool, hein, qui est un organisme québécois qui fait de la pub sociale pour conscientiser à la consommation modérée d'alcool. Donc, a sorti une campagne publicitaire télé qui a soulevé un certain débat.
dans les médias, notamment ici à Gravel-le-Matin. La pub télé avait été qualifiée de moralisatrice. Hein. On disait, bien, on s'insère ou on rentre dans la salle à manger des gens de façon inappropriée. C'est infantilisant. En gros, dans une des pubs télé, on voyait des amis qui soupaient ensemble, des amis représentés comme ici par des genres de bonhommes allumettes. Donc, au yab, le sentiment d'identification ici. Et donc, qui soupent ensemble après une semaine de travail. Puis là, on entend clairement dire les invités qui ne conduisent pas, qui ne sont pas chauffeurs désignés, et donc qui peuvent boire sans contrainte. Et là, en trame de fond, on entend dire « Ah, bien, ce que les invités oublient, c'est que même si on ne conduit pas, il faut limiter sa consommation d'alcool. » Puis là, on rappelle le nombre ou le chiffre associé au nombre de verres de consommation par jour, par semaine, recommandé pour les hommes et les femmes. Sans appeler à la peur ou à la menace, on peut quand même qualifier cette campagne-là, cette publicité-là, de négative parce qu'elle est fortement susceptible d'induire un sentiment de culpabilité. Certaines personnes vont dire « Hey, moi, ça m'arrive de boire pas mal plus que ça dans un party d'amis ou dans une soirée sociale. » Puis aussi parce que, et c'est ce qui est arrivé, certains peuvent voir aussi un petit côté interventionniste. Dans cette pub d'éducalcool-là, le comportement qu'on dénonce, qu'on pointe du doigt, c'est la consommation personnelle d'alcool dans un contexte social. Alors, dans ce cas-là, la majorité des gens vont y voir qu'un très faible risque, puis aussi un risque uniquement pour soi, plutôt que d'aussi y voir un risque collectif, social, contrairement, par exemple, à la problématique d'alcool au volant, où non seulement le risque perçu du comportement est pas mal plus élevé, mais en plus, le risque, le comportement comporte un risque à la fois pour soi, mais aussi pour les autres. On met aussi la vie des autres en danger quand on prend le volant en état d'ébriété. En plus, dans cette pub-là, on mentionne clairement que les invités ne conduisent pas. Ils évitent déjà un comportement haut risque et ils ont déjà un comportement socialement responsable. Alors, quand le récepteur perçoit qu'on le juge, qu'on lui fait la morale, qu'on le culpabilise pour un comportement qu'il considère comme tout à fait acceptable, bien là, l'effet boomerang dont je vous parlais tout à l'heure est beaucoup plus susceptible d'arriver. Donc, se braquer, posture de défensive, rejet du message. Donc, la campagne passe ici, malheureusement, à cause de ça, à côté de sa cible. Dernièrement, en fait, dans les dernières années, il y a ce qu'on appelle la publicité ambiante. Hein. En anglais, on appelle ambient advertising qui a émergé pour contrer l'effet de saturation de l'information, l'effet de répétition de canaux, de formats publicitaires classiques standards. En gros, la publicité ambiante, c'est de mettre de la publicité sur des objets ou dans des endroits inhabituels, hein, que ce soit dans le fond d'un panier d'épicerie, sur des places publiques, sur le plancher de toilettes publiques, sur des portes d'ascenseur, dans des escaliers roulants. Ça se fait beaucoup ces dernières années en marketing commercial et de plus en plus en publicité sociale. Donc, si elle attire l'attention, ce qui est sa force principale, il est encore trop tôt pour dire si la publicité ambiante a vraiment un impact, du moins plus que son pendant traditionnel, sur le changement de comportement. Et je termine en vous présentant une initiative de marketing ambiant, une vidéo, probablement que plusieurs d'entre vous l'avez vue parce que c'est devenu viral il y a quelques années, où on va sensibiliser au risque de l'alcool au volant, mais directement dans le lieu, dans un bar, où le comportement est susceptible de se tramer. On va utiliser le choc, la menace autrement. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un dispositif très réaliste dans les toilettes d'un bar du nord de l'Angleterre et on a filmé la réaction des clients. Donc, je vous laisse regarder. Il est possible que vous fassiez un saut, donc que vous soyez très activés sur le plan physiologique. Je ne sais pas s'il y a du son. Il n'y a pas de son.
Alors, je vous laisse là-dessus. Peut-être que ça pourra susciter une discussion dans la suite des choses. Merci. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qui sont arrivées en ligne. Sinon, dans la salle, faites-moi signe, puis je vous passerai le micro. Ben voilà. Merci pour la présentation, très intéressante et instructive. Une question, est-ce que on devrait s'attendre à ce que la publicité négative se développe pour le marketing commercial? Notamment, par exemple, je pense au lobbying du sucre qui est en train de perdre la face en ce moment. Est-ce que ce serait une solution pour eux de rester quand même parmi nous en disant moins de sucre pour vous, voici les risques? C'est une très bonne question à laquelle je ne pourrais absolument pas répondre en fonction de connaissances scientifiques que j'aurais, là, qui serait une réponse complètement intuitive de sens commun. Est-ce qu'on pourrait voir ça? En fait, ce qu'on voit, on emprunte en marketing social, commercial, on emprunte parfois où la pub commerciale va se déguiser en pub sociale, où on va adhérer, par exemple, à des enjeux féministes pour se donner un peu bonne conscience, donner l'impression qu'on a une espèce de responsabilité sociale à l'égard de la société. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est de dire, bon, mais les gros lobbies dénoncés, c'est pour se donner bonne conscience, pourraient effectivement peut-être adopter ce type de stratégie-là. Mais j'avoue ne pas pouvoir répondre plus avant à votre question, qui est très intéressante par ailleurs. Alors, s'il y a d'autres questions, j'en aurais une pour vous, alors, pour briser la glace. La publicité sur le cannabis, la nouvelle publicité de la SAQ sur le cannabis, est-ce que vous avez En fait, j'ai omis d'en parler. Je l'ai vue, elle est sortie, elle est toute chaude, elle est sortie il y a 2 semaines. Un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, là, donc on compte les secondes, on voit le capitaine de bateau. Évidemment, l'efficacité, répondre à la question de l'efficacité d'une publicité, ça dépend toujours de sous quel angle on l'analyse. Par exemple, si je l'analysais sous l'angle du réalisme perçu, bien, pas vraiment. Si je l'analysais sous l'angle de, je ne sais pas moi, de l'originalité conceptuelle, ça dépend vraiment. Donc, ça dépend aussi, comme je le disais, de la manière dont on définit l'efficacité. Donc, si l'objectif, c'est attirer l'attention, c'est ça l'objectif, puis c'est ça l'indicateur d'efficacité, ou si l'objectif, c'est les gens s'en rappellent, bien, oui, on peut dire qu'elle est efficace, mais si c'est changer le comportement, faire en sorte que les gens qui ont pris un joint ne conduisent pas après, j'aurais des doutes, j'aurais des réserves. Merci. Je peux voir, est-ce qu'on a une question en ligne? Oui, on nous demande, est-ce que le commentaire qui va suivre fait du sens selon vous? Si je comprends bien, l'appel à la peur vise exclusivement à exclure un comportement destructif et non pas à initier des comportements constructifs. Donc, s'il n'y a pas de possibilité d'évolution avec l'appel à la peur, seulement le statu quo, est-ce que si nous voulons évoluer, il faut faire appel à la motivation positive? En fait, je rectifierais le tir en disant que non, l'appel à la peur ne vise pas uniquement à dénoncer puis à mettre l'accent sur des pratiques à risque. Elle vise au contraire, puis c'est un peu mon argument ou l'argument théorique, en fait, qui est avancé de l'importance de suggérer des solutions pour remédier, pour sortir de ces pratiques malsaines. Donc, non, parce qu'en proposant des solutions pour adopter ou changer des comportements, adopter des comportements plus socialement responsables, l'appel à la peur a aussi une visée là, de bien-être collectif, comme je disais au départ. Maintenant, l'utilisation de la stratégie positive, encore une fois, il n'y a pas de consensus pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, mais on sort de plus en plus parce qu'il y a aussi la question de est-ce qu'on est vraiment désensibilisé à la peur? Parce qu'on peut aussi parler du seuil. Au départ, quand je vous parlais de la première pub, la SAC, contre la vitesse au volant, qui est sortie en 1989, si je vous la remontrais aujourd'hui, d'ailleurs, je la montre à mes étudiants qui ont 20-22 ans, puis ils la trouvent risible, tant elle est peu choquante. Mais à l'époque, ça avait soulevé vraiment un gros tollé. Les gens s'étaient plaints parce que c'était choquant à l'époque de voir ça. Donc, ça soulève la question, plus on en voit, il y a une espèce d'escalade là, de peur, d'images graphiques
qui, selon certains, peut mener à une genre d'insensibilisation, d'où le questionnement sur est-ce qu'on se retourne vers d'autres types de stratégies, notamment les stratégies positives. Donc oui, c'est de plus en plus testé, mais il y a aussi les stratégies de marketing ambiant, là, qui est un créneau très, très actuel, de plus en plus utilisé en pub sociale. Alors, je pense qu'on a encore 2-3 questions en ligne, c'est ça? Oui. Combien efficace est l'humour en pub sociale en ce qui a trait aux changements comportementaux? Ni menace, ni bénéfice. Je vais être plate, parce que je réponds tout le temps, ça dépend. Puis effectivement, ça dépend. Il n'y a pas de question tranchée. L'humour, ça dépend pour quel type de comportement. C'est abondamment utilisé aussi, beaucoup moins que l'appel à la peur, mais de plus en plus, puis tout dépendamment du type de comportement, les comportements de prévention. En fait, l'humour, son avantage, c'est qu'on s'expose jusqu'à la fin parce qu'on trouve ça drôle, quand c'est drôle, évidemment. Mais maintenant, quand on parle d'effet de l'humour sur le comportement, bien là, encore une fois, il y a tous les obstacles du changement de comportement, puis c'est difficile de dire si c'est efficace. C'est efficace pour attirer l'attention, pour faire en sorte que les gens s'exposent jusqu'au bout, oui. Mais c'est ça, en termes de changement de comportement, non. Si les études se contredisent sur l'appel à la peur en publicité, qu'est-ce qui pousse les entreprises et ou boîtes de publicité à utiliser cette stratégie? Bien, je pense que c'est toute l'explication que j'ai donnée sur le biais de négativité qui entretient l'illusion que parce que notre attention est beaucoup plus élevée pour des stimuli, des informations négatives, ça nous reste en tête plus longtemps, on cogite davantage sur des choses négatives. Donc, tout ça, ça l'a alimenté, évidemment, ou ça l'a justifié, ou ça l'a légitimé même, le recours à la peur dans les médias en général. Oui, je pose une question. Il y a quand même des campagnes, comme on parlait de la ceinture de sécurité, là, qui semble avoir été efficace comme campagne, mais qui a pris quand même un certain nombre d'années. Est-ce qu'on sait s'il y a des campagnes qui étaient plus marquantes, ou en tout cas, où on a senti qu'il y avait un shift ou un élément? Est-ce qu'on a analysé ces campagnes-là? Puis je poursuivrai la question aussi par rapport aux campagnes de l'anti-tabac qui continuent, mais bon, qui ont quand même eu une certaine efficacité, semble-t-il. Bien que le tabac, il y a des problèmes de dépendance réelle. Est-ce qu'on ces campagnes-là, on les a analysées pour connaître leur efficacité? En fait? Certainement, mais maintenant, je ne connais pas les études. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'une publicité seule, elle n'a pas d'effet. C'est lorsqu'elle est combinée à d'autres actions coercitives, législatives, des actions, le changement d'infrastructure, là, que c'est vraiment dans un programme d'action. Donc, isoler les effets d'une publicité, d'une campagne, c'est impossible à faire. Il y a aussi la question de la norme sociale dont j'ai parlé tout à l'heure. Plus on en parle, puis la ceinture de sécurité, c'est un bon exemple. À l'époque, personne n'attachait sa ceinture. Là, il y a eu une loi. En 1976, là, il y a eu de l'intervention policière. Donc, on a commencé à donner des tickets aux gens parce qu'ils ne s'attachaient pas. Les gens ont commencé à mettre leur ceinture, pas parce qu'ils avaient changé leur attitude qui était à l'époque très, très négative à l'égard de la ceinture, mais parce qu'ils ne voulaient pas avoir de ticket. Donc, puis plus ils s'attachaient, bien là, ça a changé les mentalités. C'est devenu une norme sociale. Puis maintenant, 95% des Québécois s'attachent. Donc, il y a un changement comme ça de très, très longue haleine sur plusieurs, parfois même plusieurs décennies qui peut s'instaurer. Est-ce que ça va faire la même chose avec l'alcool au volant? Bien, il y a eu aussi un changement. Donc, socialement, c'est réprimandé. Socialement, on ne conduit plus avec la grosse bière entre les jambes. Là. Ça aussi, il y a un changement là, de mentalité. Est-ce que ça va faire la même chose avec le texto au volant? Espérons-le. Mais isoler là, les effets d'une campagne contre le tabagisme, parce que c'est tellement imbriqué dans un programme d'action que c'est quasi impossible à faire. L'efficacité de la publicité négative nous oblige-t-elle nécessairement à un négativisme médiatique déjà bien installé? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, si elle nous oblige à un négativisme, dans le sens que parce que dans les médias en général, c'est teinté de beaucoup de négativité, donc c'est comme si la publicité embarquait dans le... Bien, probablement là, qu'il y a cet effet-là. En fait, oui, il y a beaucoup plus de négativité dans les médias. Maintenant, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce qu'on réagit davantage à la négativité qu'il y a plus de négativité ou c'est parce qu'il y a plus de négativité qu'on y réagit davantage? Mais oui, là, c'est sûr que ça fait partie du contexte médiatique actuel, plutôt négatif,
la publicité sincère, la publicité négative sincère dans ce contexte-là, tout à fait. Savons-nous à quoi nous attendre dans un futur plus éloigné, 15, 20 ou 30 ans, en matière de publicité? Bien, c'est sûr qu'on a... Y aura-t-il une limite à ce qu'on peut voir en publicité négative? Ah, ouais. Parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on se dit on ne pourra pas être plus clair, on ne pourra pas faire mieux que ça. Bien, encore une fois, ça pose la question du seuil de tolérance, de l'insensibilité, mais aussi, là, on sort des formats classiques. Donc, le simple fait de vraiment... je pense que la publicité traditionnelle, classique, sur des supports traditionnels, bien, éventuellement, ça va... Et déjà, là, ça s'effrite, puis ça laisse place à de nouvelles formes publicitaires, comme je vous ai montré dernièrement. Donc, c'est plutôt à ça là, c'est plutôt vers ça qu'on s'en va, plutôt que de rester canné dans des formats publicitaires traditionnels, les médias traditionnels. Avez-vous un exemple de campagne sociétale négative qui a raté sa cible en faisant reculer l'adoption du comportement visé? En faisant reculer? Non, j'ai pas d'exemple. Je ne penserais pas que... Bien, je sais pas. En tout cas, j'ai pas d'exemple. Il y en a qui ont été très mal reçus, là, ou qui ont raté leur cible carrément, mais de là à vraiment faire reculer, je pense pas, parce que, comme je disais, une publicité à elle seule ne change pas des comportements. Donc, je ne penserais pas, non. Est-ce qu'on a une dernière question? J'en ai d'autres qui... T'en as d'autres? Oui, profitons-en. Est-ce que le cynisme ambiant véhiculé dans les médias sociaux et traditionnels sert à la publicité négative? Si ça sert à la publicité négative? Probablement pas. Puis, bon, tout à l'heure, je parlais d'apathie, d'inertie, du fait que le public cible est souvent des gens qui sont particulièrement réfractaires au changement. Donc, le cynisme, je pense que c'est ça. Je parlais du fait que pour contrer un peu l'apathie ou ce cynisme-là ou la résistance, c'est soit miser sur une norme sociale, dire bien, on fait partie d'une société, voici ce qui est acceptable comme comportement, voici ce que tout le monde fait, puis bon, vous êtes pas mal tout seul à ne pas faire ce que la majorité des gens font. Mais bon, contrer le cynisme, j'avoue, je n'aurais pas quoi répondre davantage à ça. De renoncer à l'appel à la peur en pub sociétale n'implique-t-il pas nécessairement des stratégies axées davantage sur l'éducation, donc le rationnel, ou encore sur le plan émotionnel, sur l'appel aux valeurs fondamentales comme la solidarité, la bienveillance, le gros bon sens, ou même le bénéfice de la conscience dans le moment présent? Pouvez-vous reformuler la question? Je vais redire la question comme je l'ai reçue. Alors, on demande de renoncer à l'appel à la peur en pub sociétale. N'implique-t-il pas nécessairement des stratégies axées davantage sur l'éducation? Bien, en fait, l'appel à la peur, c'est une campagne. Tout à l'heure, je disais la pub sociale, ça englobe tout ce qui est campagne d'éducation, de sensibilisation, de prévention. Donc, c'est une forme de campagne d'éducation dans certains cas. Donc, il ne faut pas exclure les pubs négatives de l'étiquette campagne d'éducation, parce que des fois, juste montrer c'est quoi les risques d'un comportement, des fois, les gens ne le savent pas. Donc, il y a une vocation éducative aussi à ces campagnes-là. Maintenant, miser sur la bienveillance, bien oui, encore une fois, ça soulève le débat de est-ce qu'on mise sur le positif ou le négatif, puis il n'y a pas de réponse tranchée à ça. Y a-t-il un public cible qui est plus susceptible de se sentir concerné par une publicité négative? Bien, malheureusement, les gens qui n'ont pas trop de comportements à risque. Malheureusement, parce que le public cible, c'est des gens, bon, tout à l'heure, je disais les chercheurs de sensations, des gens qui, en général, prennent plus de risques dans la vie ou les gens qui sont réfractaires au changement. Ça dépend pour quel comportement. Puis ça dépend quelle stratégie on va utiliser. Donc, les adolescents, par exemple, on n'utilisera pas nécessairement une menace de mort physique. On va plutôt utiliser une menace sociale. Dire, bien, ça se peut que vous vous fassiez rejeter par vos amis. Donc, ce type de menace-là va être plus efficace, va permettre de rejoindre plus cette cible-là. Donc, c'est une question de segmentation du public. On va segmenter notre public en fonction de traits de personnalité, d'âge, mais aussi de type de menaces auxquelles ils sont plus susceptibles d'être sensibles. Donc, on ne s'adresse pas à un grand public hétérogène, c'est-à-dire homogène. Il est hétérogène, il faut le segmenter. Les pubs ambiantes, comme on a vu juste à la fin, ça semble avoir un effet certain sur les gens qui la subissent, mais est-ce que ça sert juste à ces gens-là ou est-ce que l'effet viral après ça, sur Internet, est-ce qu'il est suffisant pour
pour affecter plus que C'est une bonne question. C'est une super bonne question. Puis c'est encore trop nouveau pour... j'ai pas trouvé, en fait, d'études qui évaluaient cette efficacité-là plus largement que dans le lieu où ça s'est produit. Puis bon, probablement que, en fait, juste qu'elle soit devenue virale, que les gens se sont mis à en parler, que les gens... ça reste dans la tête aussi. C'est un peu comme les vidéos virales aussi, où plutôt que d'être des publicités, c'est des courts vidéos qui durent 4 minutes, 3 minutes et demie. Il y en a une, là, une pub, une vidéo où on voyait vraiment de manière très, très réaliste des jeunes qui avaient fait un accident de la route, donc il y avait des morts. Puis on a le temps, dans ce temps-là, d'instaurer un climat émotionnel, ce qu'on n'a pas le temps de faire dans une pub de 30 secondes. Puis ça, bien, ça marque qu'on en parle, puis ça fait son chemin. Donc, c'est un peu comme ça, la pub virale, où le fait que ça soit nouveau, que ça sorte complètement des formats traditionnels, qu'on en parle. Hey, t'as-tu vu telle vidéo? Donc, ça n'incitera pas nécessairement sur le champ à changer de comportement, mais ça fait son chemin dans le cerveau, dans la tête, dans la mémoire, dans l'attention. Fait que ça se peut que rendu à prendre le volant, puis si on a pris un verre de trop, ça nous revienne en tête. Ça crée une saillance dans le cerveau. Alors, je pense qu'on a 2 questions en ligne pour conclure. Oui, il y en a même 3, une en bonus là, qui provient d'un internaute d'Algérie. Alors, peut-on conclure que la pub négative seule ne suffit pas à changer un comportement et qu'en fait, que cela ne fait qu'augmenter le stress au sein de la population? Bien, comme je le disais, seule une publicité ne change pas les comportements. C'est vraiment dans un programme d'action. Puis, bien, si ça fait juste augmenter le stress, ça dépend encore une fois du type de stratégie qu'on utilise. Si on n'a aucune solution puis qu'on fait juste montrer une série d'images très, très glauques avec du sang puis les conséquences désastreuses, par exemple, d'un accident de la route, puis qu'on laisse le récepteur avec son sentiment de détresse, d'inconfort, évidemment que ça augmente l'anxiété et ça fait en sorte qu'on évite, on utilise tous les mécanismes de défense dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais si on propose une solution, donc si on mise vraiment sur l'efficacité perçue de la solution qu'on propose, bien là, à ce moment-là, ça rassure en quelque sorte le récepteur. Est-ce que la publicité négative a une incidence plus grande sur les gens qui vivent un stress post-traumatique? Ouf, ça, j'ai aucune espèce d'idée. C'est trop spécialisé, là. Je n'ai aucunement à me prononcer là-dessus. Désolée. Oui, la dernière. Toutes ces publicités négatives contribuent-elles à infantiliser les gens? C'est-à-dire que ces campagnes-là négatives et de peur, sans cesse croissantes, est-ce qu'elles contribuent à diminuer le bon jugement et la conscience des gens? Ouais, à les faire agir comme des moutons, par exemple. C'est un peu le côté interventionniste dont je parlais tout à l'heure avec la pub d'Éducalcool qui avait été dénoncée ou qualifiée de moralisatrice. Donc, on nous dicte un peu des comportements. Ça peut effectivement avoir cet effet-là chez certaines personnes, effectivement. Donc, l'effet moralisateur où on dicte une conduite. Donc, ça peut effectivement être une des raisons pour lesquelles plusieurs personnes vont se braquer plutôt que de regarder ou d'adhérer au message. Oui. Alors, je pense que ça conclut pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. C'est intéressant. Alors, merci au groupe de recherche en communication politique.